Bonjour à toutes et à tous. Bonjour professeur Fischer. Quelques mots peut-être d'introduction avant de vous donner la parole. Vous remercier de nouveau pour ce nouvel échange sur la situation spécifique de Moselle. Peut-être juste rappeler le contexte. Nous avons eu beaucoup de questions depuis la fin de la semaine dernière sur ce territoire de la part des professionnels de santé suite à l'avis de la Haute Autorité de Santé du 8 avril. Nous avons à l'ARS publié le dimanche suivant un communiqué de presse qui permettait de rappeler les principales mesures qui avaient été prises de longue date sur le territoire et le fait que nous continuions sur le territoire de Moselle à privilégier, comme nous l'avions fait depuis février, l'accès au vaccin à ARN sur ce territoire et que par ailleurs, nous appliquions bien entendu le schéma vaccinal qui était prévu pour les personnes vaccinées en première dose d'AstraZeneca. Donc ça, c'est le contexte, beaucoup de questions. Et donc, nous vous remercions d'avoir accepté de pouvoir de nouveau répondre aux professionnels de ce territoire. Juste quelques mots pour dire que la vidéo de ce webinaire sera disponible à la demande et donc les professionnels qui n'ont pas pu être présents ce matin pourront tout à fait revoir ces débats dans les jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup monsieur professeur Fischer et je vous donne la parole. Merci madame, bonjour à tous. Donc, peut-être juste pour en termes d'introduction, le plus important est probablement d'avoir un échange de questions-réponses. Rappelez donc que nous disposons aujourd'hui de deux classes de vaccins, les vaccins ARN, les vaccins fondés sur les adénovirus, que ces deux classes de vaccins ont fait leur preuve de leur efficacité en termes de protection à l'égard de la maladie et en particulier à l'égard de la maladie grave. Je rappelle que les données venant de Grande-Bretagne, où ces deux vaccins ont été utilisés de façon très importante, c'est même le seul pays où le vaccin AstraZeneca a été utilisé à très grande quantité, montrent une efficacité identique, j'insiste, identique sur la survenue d'infections et d'hospitalisation. Il y a plusieurs publications maintenant d'Écosse et de diverses régions d'Angleterre qui montrent cette égalité d'efficacité, quelle que soit la classe d'âge, y compris chez les personnes âgées. C'était une information importante parce que dans les études cliniques au préalable, pour le vaccin AstraZeneca, il n'y avait pas eu d'études menées sur des sujets de plus de 65 ans. Donc, on a affaire à des classes de vaccins à efficacité identique en termes de protection individuelle des personnes, et notamment des personnes âgées donc fragiles, contre le Covid. Ceci me paraît une notion qui est importante à rappeler et qui est fondée sur donc, des observations qui dépassent le million de personnes. Donc, ils sont extrêmement solides en termes de puissance statistique. Je rappelle aussi qu'en Grande-Bretagne, et son nom l'indique, si je puis dire, le variant britannique est prédominant, il représente 96% des infections. Et donc, ce qui démontre que ces deux types de vaccins sont efficaces contre le variant britannique. À l'égard du variant sud-africain, qui est évidemment une préoccupation de la Moselle, on sait maintenant, bien qu'on n'ait pas vu les données, mais le laboratoire Pfizer a fait un communiqué de presse la semaine dernière indiquant que leur vaccin est efficace cliniquement contre le variant sud-africain, mais on n'a pas vu les données pour l'instant. Et en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, il n'y a qu'une toute petite étude sud-africaine qui montre un défaut d'efficacité sur des formes bénignes, mais aucune information sur des formes sévères. Donc, on ne sait pas. Chez le hamster, dans un modèle animal qui est le meilleur modèle animal de Covid, ce vaccin protège contre le variant sud-africain. Mais évidemment, on ne peut pas complètement se fier à ces données. Ça, c'est pour l'efficacité. Pour la tolérance, avec les vaccins ARN sont responsables de façon exceptionnelle d'accidents anaphylactiques particuliers qui ne sont pas des vraies allergies, qui surviennent chez les gens qui ont des antécédents de ce type de réaction et qui, à différents produits, utilisent des stylos d'adrénaline pour contrer ce fait. Ont été aussi observés des poussées d'hypertension artérielle et de tachycardie, qui sont rares, qui se traitent bien. Avec le vaccin AstraZeneca, il y a d'une part une réactogénicité un peu plus forte, c'est-à-dire une espèce de syndrome pseudo-grippal qui peut survenir dans les 48 premières heures. Et puis, il y a ces accidents thromboemboliques particuliers, veineux, profonds, cérébro-intra-abdominaux,
rares, 19 cas en France pour 3 millions de personnes vaccinées. Il y a à ce jour, je crois, collecté environ 170 cas dans les pays où on a vacciné avec ce vaccin AstraZeneca. Ces complications qui peuvent être graves, hein, puisqu'il y a entre 25 et 30%, j'ai oublié les chiffres exacts, c'est 6 cas sur 19 en France de personnes sont décédées. Il y a un lien statistique, on ne peut pas dire le contraire, même si c'est un accident extrêmement rare. Et ce qui est très important de dire, c'est que le risque de cet accident est plus important chez les gens âgés de moins de 50 ans, disons, globalement, et chez les personnes âgées de moins de 50 ans en termes d'analyse de risque entre celui de l'accident thromboembolique et celui d'un Covid sévère. Ça s'équilibre à peu près, donc il n'y a pas vraiment de raison, c'est pas raisonnable dans un tel contexte de vacciner les personnes âgées de moins de 50, en France on a mis la barre à 55 ans, avec ce vaccin, sachant qu'il a été possible, dans ce cas, de proposer le vaccin ARN. Pour les plus de 55 ans, par contre, l'analyse bénéfice-risque est immensément favorable à la vaccination avec le vaccin AstraZeneca, compte tenu de son efficacité, compte tenu des risques de Covid à cet âge, et chacun en connaît les risques et la gravité, et compte tenu du fait que ces accidents thromboemboliques sont beaucoup plus rares à cet âge-là. Donc, les recommandations concernant ce vaccin aujourd'hui, c'est de continuer à l'utiliser chez les personnes âgées de plus de 55 ans, et c'est ce qui se fait. Alors, quelques difficultés, je crois le comprendre en Moselle, mais globalement en France. Voilà. Alors, vous avez un département où il y a une situation particulière, c'est le seul de l'Hexagone où le variant sud-africain est détecté de façon plus fréquente qu'ailleurs. À noter que la prévalence du variant sud-africain est en train de diminuer dans notre département, puisqu'elle n'est plus que de 24%, alors que lorsqu'il y avait une alerte et que nous avions commencé à travailler sur cette question, c'est-à-dire en février, on était largement à plus de 30%. J'ai oublié, je dois dire le chiffre précis, c'était bien au-dessus. Je me demande si ça n'avait pas flirté avec 40% à un moment. Et si on regarde le taux d'incidence globale du Covid dans votre région, ça fluctue, ou dans votre département. Le dernier chiffre, je crois que c'est 337 pour 100 000, ce qui est relativement élevé, mais qui est en dessous de la moyenne nationale, avec des hauts et des bas. Je crois que j'ai l'impression que ça fluctue. Dans les départements limitrophes, la détection, la prévalence du variant sud-africain autour de 10% n'a pas augmenté, elle est même là plutôt aussi en diminution, et aussi sans qu'il y ait d'incidence qui s'accroissent de façon qui serait un signal d'alerte du Covid en général. Donc, il avait été décidé en février, et nous avions, nous, Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, et émis un avis le 12 février, donc ça fait bientôt 2 mois, préconisant dans ce contexte où on voyait à l'époque émerger le variant sud-africain dans votre département, de maximiser autant que faire se peut la vaccination et d'utiliser un vaccin permettant plus rapidement d'obtenir une protection confirmée d'ailleurs par des données que j'ai indiquées tout à l'heure, en utilisant des vaccins ARN. Donc, ce qui a été fait, et votre département a vacciné plutôt plus là aussi largement que la moyenne nationale. Vous avez eu des livraisons supplémentaires de vaccins ARN messagers, ce qui était tout à fait justifié, mais en même temps, nous n'avions pas préconisé d'arrêter la vaccination par l'AstraZeneca, parce qu'il reste utile. D'abord, il n'est pas dit du tout qu'il ne fonctionne pas en termes de protection contre les formes graves de Covid provoquées par le variant sud-africain. Et puis, il y a évidemment tous les cas qui sont liés au variant britannique où il fonctionne très bien. Et le bilan qu'on peut tirer de l'évolution épidémique entre le 12 février, enfin la mi-février et la mi-avril, c'est que la stratégie mise en place apparemment a plutôt fonctionné, puisqu'on observe une diminution, je répète, de la prévalence du variant sud-africain. En tous les cas, il n'y a pas eu d'explosion ou quoi que ce soit qui aurait été un signal d'alerte. Il n'y a pas eu d'extension dans les départements voisins. Donc, de mon point de vue, tout laisse penser que ce qui a été fait depuis la mi-février jusqu'à aujourd'hui devrait continuer, encore pour l'instant, avec disons, le fait de favoriser par des livraisons complémentaires la vaccination par le vaccin ARN messager, parce qu'il y a encore entre guillemets un excès de variants sud-africains, mais c'est pas sûr que ça dure très longtemps. Au rythme où ça va, on peut peut-être espérer le voir diminuer encore dans les semaines qui viennent. Mais de mon point de vue, il n'y a pas lieu de modifier la façon de procéder.
Et j'entends qu'il y a une certaine réticence à vacciner avec l'AstraZeneca. Je pense que c'est pas justifié parce que les personnes qui reçoivent ce vaccin, donc j'ai plus de 55 ans, sont ainsi protégées et que si elles ne reçoivent pas l'AstraZeneca, comme on ne peut pas augmenter de façon indéfinie le nombre de doses disponibles, le nombre de doses livrées, ça veut dire que transitoirement, elles ne sont pas vaccinées. Et donc, en termes d'analyse bénéfice-risque de chaque situation, elles sont plus exposées au Covid. Et donc, c'est un risque pris qui, de mon point de vue, n'est pas justifié. Donc voilà, pour moi, l'analyse de la situation telle qu'elle prévaut dans votre département et autour de votre département. Peut-être, je peux ajouter aussi, je pense que vous le savez, qu'il va y avoir chez vous une expérimentation que j'ai beaucoup personnellement poussée, mais j'espère ensuite qu'il sera généralisé à toute la France, c'est-à-dire la mise à disposition de vaccins ARN en pharmacie, donc, en commençant par celui qui est plus facilement conservable, c'est logique, le Moderna, donc ça doit commencer incessamment sous peu, je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est une affaire de jour, et évidemment, c'est une très très bonne chose qui va aussi faciliter la vaccination, toutes les possibilités de vaccination, mais ça ne retire rien à l'intérêt de vacciner avec l'AstraZeneca et éventuellement le Janssen qui arrive aussi. Voilà mes propos préliminaires, et je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions. Peut-être en attendant les questions, je peux ajouter un point. J'ai vu qu'il y avait eu environ en Moselle 45 000 personnes à ce jour vaccinées par l'AstraZeneca. C'est quand même pas un nombre ridicule du tout, hein, c'est bien. Donc, si votre inquiétude pourrait être que ce vaccin n'est pas efficace et que de ce fait que des personnes qui étaient ainsi vaccinées pourraient développer des formes de Covid et pourquoi pas des Covid sévères dus aux variants sud-africains, statistiquement, à partir du moment où il y a 45 000 personnes, c'est pas un tout petit nombre, ce signal-là, on aurait dû le voir. Et en tous les cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Je ne me dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas d'alerte de ce type, ce qui, a posteriori ou ex post, on pourrait dire, est aussi, à mon avis, un élément, excusez-moi, qui est rassurant et qui va dans le sens de poursuivre l'utilisation de ce vaccin, à côté, bien sûr, des vaccins ARN messagers dans votre département. Alors, j'ai une première question. Oui. Je vais parler. Les patients, même de plus de 55 ans. Rapprochez-vous, peut-être. Alors, les patients, même de plus de 55 ans, n'en veulent plus. Peuvent-ils aller en centre pour un vaccin ARN en deuxième dose? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi n'en veulent-ils plus? Et peut-être que la première étape, avant d'envisager une éventuelle solution alternative, c'est de discuter avec ces patients et de voir qu'est-ce qui motive leur refus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de répondre à leurs questions? Si leur inquiétude concerne la mauvaise tolérance, donc c'est de rappeler ce que j'ai indiqué il y a quelques minutes sur le fait que l'analyse bénéfice-risque est extrêmement favorable à cet âge-là, premièrement. Et si c'est la crainte que ce vaccin soit insuffisamment efficace, c'est certainement pas le cas à l'égard du variant britannique. Je rappelle qu'il représente 75% des cas dans votre département. L'efficacité est la même que les vaccins ARN et le risque que ce vaccin ne soit pas efficace contre le variant sud-africain, on ne peut pas formellement l'exclure, mais je viens de rappeler à l'instant qu'il n'y a pas d'éléments qui le fassent craindre pour l'instant, et de toute façon, il y a une surveillance et éventuellement la possibilité, pourquoi pas, de changer de vaccin dans un second temps. Donc, je pense que la meilleure attitude dans un premier temps, c'est d'essayer d'apporter les éléments d'information aux personnes qui sont réticentes et voir s'il n'y a pas moyen de les convaincre. Par ailleurs, alors pour répondre ensuite directement à votre question, s'ils ne sont pas convaincus, pour l'instant, la vaccination par le vaccin Pfizer, elle est ouverte pour plus de 60 ans. Où pourrons-nous leur faire les Moderna? Alors, quand le Moderna va arriver, donc encore une fois dans les jours qui viennent, ces vaccins pourront être faits en pharmacie chez les généralistes qui peuvent les commander. Alors, il y a une question sur les modes de gestion sur Doctolib. La capacité de réserver un second rendez-vous uniquement sur Doctolib bloque la prise de premier rendez-vous pour une première injection. Ça, c'est une colle pour moi. Je ne suis pas sûr que je comprenne tout à fait. J'imagine que c'est quelqu'un qui a déjà eu un vaccin d'une autre manière et qui cherche à avoir un second rendez-vous.
j'imagine. Je ne sais pas très bien. J'ai un peu de mal à comprendre la situation, à quoi ça correspond exactement. Parce qu'en principe, évidemment, on prend les rendez-vous d'un bloc sur les deux injections. Donc, je ne sais pas très bien. J'ai un peu de mal à répondre. La Ouais, question. ouais. Alors, bonjour professeur Fischer. À titre personnel, je suis profondément confondue de la nécessité de poursuivre la vaccination par AstraZeneca en Moselle. Reste à convaincre les patients qui refusent à présent la vaccination AstraZeneca. Oui. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, ça nécessite des trésors de patience. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que c'est quand même très, très important. Je vais dire, si on regarde ce qui se passe ailleurs en France, de ci, de là, il y a une certaine réticence exprimée également à l'égard de ce vaccin, mais globalement, elle est assez modérée dans la mesure où les statistiques montrent que le cours de vaccination par l'AstraZeneca continue régulièrement en France. On en est à plus, je sais plus, 3 100 000 hier, j'ai oublié le chiffre exact, peu importe, de vaccins administrés de ce type. Donc, très fondamentalement, il n'y a pas de raison que les personnes qui vivent en Moselle aient une réticence supérieure à celle du reste de la population française pour les différentes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais je conçois que ça ne soit pas facile sur le terrain et je sais aussi que le temps est précieux et qu'à chaque fois, il faut prendre du temps d'explication, mais ça en vaut la peine quand même. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi certains patients ont des réactions de thrombose et pas d'autres? J'aimerais pouvoir répondre à cette question, évidemment, parce que si on a l'explication du mécanisme très, très précis, peut-être on pourra définir un tout petit groupe, puisque je rappelle que ce sont des complications très, très rares. 19 cas pour plus de 3 millions de vaccinations en France. Regarde la division, ça ne fait pas beaucoup. Heureusement, bien sûr. Mais pourquoi ces 19 personnes ou d'autres ailleurs à l'étranger ont fait ces accidents graves alors que l'immense majorité de la population ne le fait pas? Y a-t-il des facteurs de risque propres, par exemple, de nature génétique? C'est possible, mais on ne les connaît pas aujourd'hui. Y a-t-il des facteurs de risque, par exemple, prise de contraceptifs, dans la mesure où ce sont des complications un peu plus fréquemment observées chez des femmes, encore qu'il y a peut-être un biais, parce que comme ce sont surtout des professionnels de santé qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca parmi les jeunes, il y a beaucoup plus de femmes dans les professionnels de santé, donc cette affaire-là n'est pas tranchée aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, ma réponse est longue pour cacher une ignorance, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le facteur de risque et on n'a pas, malheureusement, je ne peux pas vous proposer l'explication de ce phénomène. Ce qu'on sait, c'est que ces accidents thromboemboliques sont associés avec la présence d'une certaine classe très particulière d'auto-anticorps, tels qu'on les observe aussi dans une complication rare du traitement par l'héparine, ce qu'on appelle thrombopénie induite par l'héparine. Pour ceux que ça intéresse, si vous ne les avez pas encore vus, il y a 2 articles publiés la semaine dernière dans le New England Journal of Medicine par des collègues allemands et des collègues norvégiens qui décrivent en détail ce que l'on sait aujourd'hui. Mais vous y verrez donc si on comprend à peu près un mécanisme avec des auto-anticorps qui favorisent l'agrégation des plaquettes, on ne sait pas pourquoi, pour revenir à votre question, un tout petit nombre de personnes ont cette complication et l'immense majorité de la population n'a pas cette complication. Et évidemment, il y a des travaux maintenant en cours pour essayer de déterminer cela. Y a-t-il des études sur l'immunité acquise avec le schéma première dose AstraZeneca, deuxième dose Pfizer? D'abord, sur un plan théorique, il n'y a pas de raison de penser que cette combinaison qui est proposée pour les gens de moins de 55 ans qui ont reçu une dose d'AstraZeneca, donc par prudence pour éviter ce risque thromboembolique dont on vient de parler, il n'y a pas de raison théorique de penser que l'immunité serait moins bonne. Il y a déjà quelques données dans des modèles animaux qui montrent qu'elle est tout à fait bonne. Ce qui va être fait, qui est en train d'être fait pratiquement, c'est parmi les premières personnes en France qui vont recevoir ce régime-là, de vérifier que leur taux d'anticorps après la seconde dose est celui attendu d'une personne qui aurait eu 2 fois le même vaccin. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais ça va être vérifié. Alors, il y a une question. Y aura-t-il une rediffusion de cette émission? Je crois qu'elle est enregistrée. OK. Alors, quand des patients vaccinés par Astra et ayant moins de 55 ans demandent à être vaccinés par Astra, que fait-on? Je pense que c'est raisonnable de ne pas le faire. À nouveau, il faut expliquer. Effectivement, je sais que ce cas de figure, qui est l'inverse de l'autre, existe aussi. Mais je pense que ces personnes, il faut quand même leur expliquer toujours pareil.
le principe de base, je veux dire, qui s'applique à toutes les situations en médecine, c'est l'analyse bénéfice-risque, et que l'analyse bénéfice-risque, dans ce cas-là, est favorable au vaccin ARN pour éviter donc ce risque d'accident thromboembolique, même s'il est rare, c'est pas la peine de prendre un risque. Et puis, bon, parce que l'efficacité est attendue. Quand pensez-vous que le vaccin Moderna sera disponible en pharmacie? Alors, je crois que c'est dans les jours qui viennent. Je n'ai pas la date précise, mais ça doit être la semaine prochaine, je pense. J'ai des patients de moins de 55 ans qui refusent le rappel à l'ARN. Peut-on leur proposer un rappel à la Z? Je pense que là aussi, il faut prendre le temps d'expliquer. On a un peu de temps, hein, puisque par contre, c'est raisonnable de conserver le délai prévu qui était de 12 semaines entre la première et la seconde injection. Et la plupart des personnes qui ont eu le vaccin AstraZeneca, les moins de 55 ans, l'ont eu il y a seulement quelques semaines. Donc, ça donne un petit peu de temps pour convaincre ces personnes. Mais je pense qu'il faut essayer de tenir bon sur cette ligne. Conseillez-vous le vaccin pour les femmes enceintes? Oui, maintenant, la vaccination des femmes enceintes est recommandée. Les obstétriciens se sont aperçus, en France et à l'étranger, bien sûr, que parfois, cela pouvait entraîner des complications pour la femme ou aussi dans des retards de croissance intra-utérin. Donc, la recommandation aujourd'hui est de vacciner toutes les femmes enceintes en début de deuxième trimestre. Avec le vaccin ARN, bien sûr, compte tenu de l'âge. J'ai plusieurs questions auxquelles Alain a déjà répondu, sur notamment son opinion sur le rappel à l'AstraZeneca pour les patients jeunes qui le souhaitent. Oui. Pour les patients de plus de 55 ans qui veulent passer sur un ARN, seront-ils refoulés en centre? S'ils ont entre 55 et 60, pour l'instant, oui. À partir de 60. J'ai encore une question sur donc, les patients qui souhaitent à tout prix recevoir la deuxième dose d'Astra. Oui. Donc, on attend les questions complémentaires. Alors là, c'est plus un commentaire qu'on a. Les personnes ayant reçu une première injection en Astra s'inscrivent sur des créneaux de Pfizer pour la seconde dose sans avoir eu un premier rendez-vous en Pfizer. Oui, logique. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Tout en voilà. Un commentaire. Oui. Le vaccin Moderna est-il efficace contre le variant anglais? Réponse oui. Il faut savoir que d'une manière générale, le Moderna est vraiment tout à fait superposable sous tous ses aspects, que ce soit sur les caractéristiques du vaccin, que dans ses effets, de son administration, au vaccin Pfizer. Ils sont très, très, très proches en termes de produits. Et donc, il est parfaitement efficace, comme l'est le vaccin Pfizer, mais comme l'est aussi le vaccin AstraZeneca. Enfin, parfaitement, c'est pas 100%, mais enfin, c'est plus de 90% efficace contre le variant dit anglais. Curieusement, le vaccin Moderna, il n'est pas aussi mal coté, entre guillemets, que le vaccin AstraZeneca, mais il a une espèce d'image un tout petit peu détériorée par rapport à celle du Pfizer, ce qui n'a juste aucun sens, parce que ce sont des produits totalement superposables. Alors, une question à laquelle vous avez déjà en partie répondu. Se pourrait-il que le schéma hétérologue Astra plus Pfizer apporte une meilleure immunité, notamment par rapport aux variants sud-africains? Bon, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Ce qu'on attend, c'est qu'il donne une immunité comparable. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des bonnes surprises. Et on le saura, puisque ce type d'étude se fait donc maintenant en France et se fait aussi en Grande-Bretagne. Bonjour. Puisque les vaccins à ARN, tout comme les vaccins à adénovirus véhiculant l'ADN, codent pour la protéine S, pourquoi l'efficacité sur les variants sud-africains serait différente? Parce que c'est une bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Mais donc le produit biologique de base, c'est le gène dans un cas, l'ARN dans l'autre. Et dans un cas, le gène, donc il est
inclus dans une particule virale et dans l'autre dans une petite gouttelette lipidique. Donc, il est probable que cela a des conséquences sur l'arrivée, le ciblage du produit d'intérêt, donc l'ADN ou l'ARN, vers les cellules importantes du système immunitaire qui vont induire la réponse immunitaire, ce qu'on appelle les cellules dendritiques. Donc, on peut penser que ça ne se passe pas exactement de la même façon, que par exemple, sans certitude, hein, mais on pourrait imaginer que l'un induit une synthèse de protéines, qui est une étape évidemment indispensable, puisque c'est la protéine qui est immunogénique, que dans un cas, il y ait plus de protéines que l'autre. Je ne sais pas, hein, on n'a pas ce type d'information qu'on peut guère achever, on peut guère obtenir, etc. Et puis, il y a une petite différence par ailleurs, c'est que dans les vaccins ARN, l'ARN de la spike a été modifié pour que la protéine produite soit stabilisée dans une forme dite non clivée, plus stable, donc, en l'occurrence, alors que dans le vaccin AstraZeneca, il n'y a pas eu cette modification. Donc, la protéine produite, c'est la protéine exactement comme elle est dans le virus, et qui est un peu plus instable. Est-ce que ça joue dans la réponse immunitaire? On n'en sait strictement rien, mais j'évoque donc un certain nombre d'hypothèses qui pourraient éventuellement, encore une fois, on n'en sait rien, mais éventuellement rendre compte d'une efficacité qui ne soit pas strictement identique sur le variant sud-africain. Mais vous voyez que il y a premièrement, ce concept d'inégalité d'efficacité n'est pas démontré, et deuxièmement, s'il existe, les explications ne sont pas si simples à trouver. Aura-t-on les doses de Janssen commandées la semaine dernière? Doit-on faire des doubles ou triples commandes Astra-Moderna pour pouvoir avoir l'espoir de vacciner? Je ne sais pas trop ce que signifie la notion de double ou de triple commande. Le vaccin de Janssen, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant en France. C'est toutes petites doses qui ont été livrées, c'est quelques centaines de milliers. Donc je pense qu'il y en aura un petit peu, mais pas beaucoup pour l'instant. Et après, la suite est un peu incertaine compte tenu des annonces de la société Johnson & Johnson. En tout état de cause, il est aussi réservé aux plus de 55 ans, puisqu'il y a la suspicion qu'il puisse provoquer la même complication que le vaccin AstraZeneca, ce qui permettrait d'indiquer d'ailleurs que si c'est vrai, que ce sont bien les adénovirus en tant que tels qui induisent cette exceptionnelle complication chondro-embolique. Alors les doubles ou triples commandes, je ne suis pas trop sûr de comprendre. Parce que si c'est pour une même personne, bien sûr, on ne va pas commander à la fois plusieurs vaccins pour la même personne. Qu'il y ait les différents types de vaccins qui arrivent, soit en centre, soit en pharmacie, oui, bien sûr. Alors, que penser de l'avis de l'Académie de médecine pour reporter certaines revaccinations? L'Académie de médecine, il y a 2-3 jours, a émis un avis disant que si on vaccinait à 6 mois d'intervalle, si on espaçait à 6 mois l'intervalle entre les deux vaccins ARN, on pourrait ainsi vacciner plus de monde, ça c'est indiscutable, et qu'ainsi on protégerait plus vite plus de monde. Ça, c'est très discutable. Donc c'est un avis qui est apparemment présent, qui est porté par certains membres de l'Académie de médecine. Je suis moi-même membre de l'Académie de médecine, mais on ne m'a pas demandé mon avis. Et mon avis, comme je vais vous le dire dans un instant, ne va pas du tout dans ce sens. Donc il représente l'avis de quelques médecins ou chercheurs qu'on rencontre, avis qu'on retrouve aussi chez certains en Grande-Bretagne, mais qui est un avis très minoritaire globalement dans le monde médico-scientifique. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est parfaitement documenté, c'est que si on regarde les taux d'anticorps, même si ce n'est pas un reflet forcément strict de l'efficacité de la vaccination, le taux d'anticorps après la seconde dose, quand elle est faite 28 jours ou 21 jours après la première dose, est en moyenne 400 ou 500 fois plus fort qu'après la première dose. Donc c'est considérable. Et plus important dans le contexte actuel, si on regarde les taux d'anticorps contre les variants, anglais, sud-africain, brésilien, il y a une publication qui l'a très bien regardée, qui est parue il y a peu de temps, on voit que la neutralisation des variants, en particulier sud-africains, donc c'est d'intérêt pour vous, est très, très supérieure après la seconde dose qu'après la première dose. Autrement dit, le risque, c'est que si on espace les deux doses, alors qu'on n'a aucune information, personne n'a testé ça nulle part. Donc on part à l'aveugle, c'est un pari, mais un pari risqué où pendant plusieurs mois, les personnes ainsi vaccinées, même s'il y en a plus, risquent d'être que partiellement protégées avec un déclin de leur immunité au bout de quelques semaines, et notamment à l'égard des variants. Et donc prendre ce risque me paraît, et paraît à beaucoup de monde, aux collègues américains, le fameux
professeur Fauci, qui conseille du gouvernement américain, qui est très strict sur la position qu'il faut garder l'intervalle tel qu'il a été préconisé initialement. La plupart des collègues scientifiques autres ne sont pas de l'avis de l'Académie de médecine, qui est une prise de risque qui déjà dans l'absolu, avant les variants, était à certains degrés, mais dans le contexte des variants, est beaucoup trop forte. On pourrait se retrouver avec, dans un second temps, dans quelques mois, une situation où la vaccination n'apporte pas la protection attendue. Donc, à proscrire. Les Moderna seront du coup pour des primo-vaccinations. Combien de doses par médecin? Possible pour les moins de 55 ans avec Astra en primo-vaccination? Je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que ça dépend des quantités de vaccins livrés et ensuite quel va être le niveau de demande, combien de personnes ont besoin d'un second vaccin de type ARN parmi celles qui ont reçu un vaccin AstraZeneca en première intention. Je n'ai pas ces chiffres sous les yeux pour pouvoir répondre et donc savoir quelle est la fraction de vaccins Moderna ou Pfizer d'ailleurs qui seront administrés aux personnes en seconde dose, donc post-AstraZeneca versus première dose et seconde dose pour d'autres personnes. Alors, patiente de 72 ans, ADM pour rééducation, CARD refoulé, car Astra début mars, qu'en pensez-vous? Je vais pas répéter. Patiente ADM pour rééducation, CARD refoulé. Donc, peut-être qu'il faudrait reformuler la question. Patiente administrée pour rééducation, admise, je pense, pour rééducation, refoulée, car Astra début mars. Pas, il faudrait que la personne reformule la question, hein, c'est pas très très clair. Alors, pouvez-vous rappeler les signes des thromboses? Oui, alors les thromboses cérébrales donnent essentiellement les premiers signes qui doivent être des signes d'alerte sont les maux de tête céphalées qui persistent et qui sont sévères. Et dans le cas des thromboses intra-abdominales, c'est des douleurs abdominales importantes, où à l'évidence, la personne ne sait pas une douleur abdominale banale. Donc l'un ou l'autre de ces signes, évidemment, doit amener à consulter d'urgence. Avez-vous des informations sur le vaccin Janssen et les variants? On en a un peu. Le vaccin Janssen, il se trouve qu'il a été testé en Afrique du Sud. Donc, dans les essais cliniques de phase 3, une partie ont été réalisés en Afrique du Sud. Et dans ce contexte, l'efficacité clinique, toute forme confondue, sévère et pas sévère, est un peu moins bonne que lorsque ce vaccin a été testé dans un contexte sur le souche initiale du SARS-CoV-2. Donc, globalement, c'était 72% d'efficacité sur toute maladie. Donc, c'est plus pour les formes sévères, hein, mais pour toute maladie, bénigne ou moins bénigne. Et seulement, de mémoire, 57% sur les formes provoquées par le variant sud-africain. Donc, ça reste un niveau de protection qui est satisfaisant et donc plutôt rassurant. Quelles sont les différences pratiques de manipulation entre Pfizer et Moderna? Alors, manipulation au niveau... Est-ce que c'est de la part du vaccinateur ou concernant le vaccin lui-même? Pour le vaccinateur, c'est exactement la même chose. La seule différence, et encore maintenant, elle s'est même atténuée entre ces deux vaccins, c'était les conditions de préservation, de conservation qui nécessitaient de conserver moins long, enfin que le vaccin Pfizer pouvant se conserver que 5 jours à 4 degrés et devait être conservé à moins 70 degrés au préalable. Maintenant, il peut être conservé à moins 20 comme le Moderna. Le Moderna est conservable par ailleurs à 4 degrés pendant 30 jours, donc ce qui facilite un tout petit peu son utilisation. Et c'est bien la seule différence entre les deux. Pouvez-vous rappeler le délai de seconde dose pour Astra ou Pfizer? Astra, c'est 12 semaines, et les vaccins ARN, maintenant, ils ont été portés à 6, dans un contexte où il y a eu une alerte sur le nombre de vaccins disponibles moindre il y a une quinzaine de jours, donc pour permettre de vacciner un peu plus et en gardant un délai raisonnable, pas 6 mois comme on parlait tout à l'heure, et dans un contexte en plus où on ne vaccine plus les personnes les plus fragiles, les plus de 70-75 ans, qui, pour l'essentiel, sont déjà vaccinées. Qu'en est-il de notre responsabilité en cas de thrombose ou en cas de contamination après le variant sud-africain, après vaccination avec l'Astra? Je pense que à partir du moment où les éléments d'information ont été communiqués de façon tout à fait raisonnable, cela fait partie des aléas
je dirais, thérapeutique au sens large. Je ne pense pas qu'un médecin puisse être poursuivi par une personne vaccinée euh, pour ce fait. Une personne vaccinée Astra puis atteinte du Covid, quand fait-elle son rappel? Alors, Astra plus Covid, a priori, il n'y a plus besoin de rien. On peut penser que le Covid sert de rappel d'une certaine façon. Et je pense que c'est une situation où il n'y a plus besoin de tous les cas pour l'instant de revacciner. On verra les rappels plus tard, à l'automne et au-delà. Concernant la troisième dose chez les immunodéprimés, comment s'organiser en pratique puisqu'aucun créneau de troisième injection n'est disponible sur Doctolib? Quels critères pour cette troisième dose? Les critères, ce sont pas tous les sujets immunodéprimés. Ce sont essentiellement les transplantés d'organes, les transplantés de moelle osseuse récents et les patients atteints de maladies auto-immunes avec des lourds traitements immunosuppresseurs. Et donc ça passe par leur médecin référent qui les suit et qui se charge d'organiser la vaccination le plus logiquement au niveau du centre hospitalier où ils sont suivis. Alors, c'est une question qui rejoint un peu la précédente. Pour quel patient faut-il prévoir une troisième dose du vaccin Pfizer, immunodéprimé par exemple, et à quel délai? Oui, donc je répète, la population prioritaire, absolument prioritaire, sont les transplantés d'organes, parce que malheureusement, il a été observé en France et à l'étranger quelques cas de Covid sévère après vaccination complète chez ces malades, d'où l'intérêt de la troisième dose. Probablement le cas de patients ayant reçu une allogreffe de moelle osseuse récemment, et donc peut-être les dialysés, mais il y a une discussion, enfin c'est moins clair que ce qu'on pensait il y a 15 jours, mais on peut considérer que les dialysés font partie de cette population à risque. Et encore une fois, les malades avec pathologie auto-immune sévère, ayant un traitement immunosuppresseur prolongé sévère, notamment avec des anticorps anti-CD20 par exemple, et combinés avec différentes chimiothérapies immunosuppressives. Alors, c'est une question qui rejoint un petit peu les précédentes également. Compte tenu des multiples polémiques, pourquoi ne pas vacciner tout le monde en Pfizer et à quel délai? Les patients de Moselle, même de plus de 55 ans, refusent la seconde dose d'AstraZeneca. Les choses sont assez simples. Si on ne vaccine qu'en Pfizer et Moderna, je ne vais pas l'inclure avec, on perd la possibilité de vacciner avec par définition, les vaccins ADN, les vaccins adénoviraux. Ça veut dire qu'on ralentit le rythme de la campagne de vaccination. Si on ne les utilise pas, il n'y aura pas plus par miracle de doses de Pfizer. Il y en aura autant qu'il y en a aujourd'hui. Donc, ça veut dire que l'alternative n'est pas on arrête l'AstraZeneca et à la place on fait du Pfizer. C'est si on ne fait pas l'AstraZeneca, il faut attendre avant d'avoir le vaccin Pfizer ou Moderna, malheureusement. Si c'était totalement interchangeable, il n'y aurait aucune discussion. Ça veut dire qu'on aurait un nombre illimité de doses de vaccins ARN et il n'y aurait aucune discussion, ni en Moselle, ni plus par ailleurs. Il n'y aurait aucune limite à la vaccination. Ça ne peut pas être le cas, même si la livraison des doses augmente. Donc, il faut optimiser l'utilisation des vaccins, ne pas retarder les vaccinations. Chaque fois qu'on ne vaccine pas quelqu'un, on lui fait prendre un risque. Et surtout pour des personnes âgées de plus de 55 ans, ce risque est loin d'être négligeable, d'avoir un Covid et d'avoir un Covid sévère, d'être hospitalisé, de se retrouver en réanimation. Donc, on n'a pas d'alternative possible à l'utilisation pour cette classe d'âge des vaccins à adénovirus. Alors, merci à la personne qui a reformulé sa question. Donc, patient de 72 ans qui doit réaliser une rééducation cardiaque début mai, vacciné début mars par Astra, le service la refuse pour cela. Qu'en pensez-vous? On refuse pour quelle raison? Parce qu'elle a reçu un vaccin, non, c'est pas possible. Vacciné début mars par Astra. Il n'y a pas de raison de refuser quelqu'un en rééducation, dans un service de rééducation médicale parce qu'il a reçu une dose de vaccin. Je ne comprends pas bien. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison. Pour moi, cette personne doit pouvoir suivre sa rééducation normalement. Si la première dose a été administrée en mars, oui, ça fait un mois. Oui, donc elle est dans la phase entre les vaccins. Elle est pas mal protégée. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas suivre les soins prévus. Alors, concernant le rappel, pourquoi une différence de stratégie vaccinale entre les patients qui ont eu la maladie, une seule dose, et les patients qui font la maladie après la première dose? Mais finalement, il n'y a pas vraiment de différence, puisque dans un cas comme dans l'autre, on fait une dose de vaccin, soit avant, soit après.
Pouvez-vous redonner les chiffres épidémiologiques s'agissant de la proportion de variants en Moselle? Oui, les derniers chiffres, ceux d'hier, c'est que le variant sud-africain représente 24,5%, je crois, des virus caractérisés, et que ce chiffre est donc en diminution régulière. Il est encore trop élevé, entre guillemets, mais il a été, je me rappelle, au-delà de 30%, pas loin de 40% il y a 2 mois. Donc, il y a une diminution progressive qui montre que le contexte épidémiologique de la Moselle, avec la façon dont la vaccination est assurée, donc en favorisant les vaccins ARN messagers, mais en continuant à vacciner, en tous les cas jusqu'à quelques jours avec le vaccin AstraZeneca, a permis de limiter l'extension de ce variant. Une personne de 30 ans atteinte du Covid, quand fera-t-elle son premier vaccin? Il n'y a pas d'urgence, effectivement. La vaccination de la population des sujets jeunes, sinon malades, jeunes c'est moins de 50 ans, devrait débuter vers la mi-juin. Donc, cette personne devrait pouvoir recevoir sa seconde et unique dose, si je puis dire, enfin son unique dose quelque part à partir de la mi-juin. Pourquoi faire la seconde dose chez un patient qui aurait fait la maladie après la première dose? Mais dans ce cas-là, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison, pour l'instant, en tous les cas, de faire une dose supplémentaire. J'ai encore des questions. Ça revient, une nouvelle vague. Okay. Alors, bon, j'ai une question un petit peu... bon, allez-y. Je crois qu'on n'a surtout pas les doses nécessaires en ARN. On prend les médecins pour des ânes avec des annonces de l'HAS par le biais des médias, plutôt que nous directement. Donc, les moins de 55 ans passent en ARN, les plus de 60 ans, tolérance en centre. Où est la logique? Peut-être il faut que je répète ce que j'ai dit jusque-là, mais d'abord, je rappelle que le principe de base de la stratégie vaccinale en Moselle, il a été défini à la mi-février et qu'il n'a pas changé. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau. L'avis de la HAS ne fait jamais que confirmer que ce qui était déjà en place depuis la mi-février. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Si il fallait s'alarmer, s'alerter ou être mécontent, c'était dès la mi-février, pas maintenant. C'est une petite remarque. Ensuite, je rappelle les éléments de logique. Évidemment qu'il y a une contrainte sur la livraison de vaccins. On le sait, sinon je répète que tous les citoyens français auraient déjà été vaccinés depuis longtemps, et idem pour les citoyens européens, etc., etc. Cette contrainte est la base de la définition de la priorisation de la vaccination, qui fondamentalement s'appuie sur la vulnérabilité des personnes. Donc, je vous rappelle qu'on a commencé par vacciner les résidents des maisons de retraite, en EHPAD, avec d'ailleurs un très bon résultat, les professionnels de santé pour des raisons évidentes, et puis ensuite, on décline progressivement des classes d'âge qui se rajeunissent avec des facteurs de risque un peu moindres, et en parallèle, les facteurs de risque liés aux maladies. Donc ça, c'est la base du processus de vaccination. Et là-dessus vient interférer, il n'y a pas le choix, c'est la réalité, ce que l'on sait sur la tolérance des vaccins. Donc je répète qu'en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, en dessous de l'âge de 55 ans, il ne paraît pas raisonnable de l'administrer pour l'instant, parce que c'est un âge, en dessous de cet âge-là, où le risque de Covid n'est pas très important, et que du coup, le risque d'accident thromboembolique, en proportion du risque de Covid, devient à peu près comparable. Donc, ce n'est pas raisonnable de faire cela, et donc, d'où la recommandation d'utiliser chez les moins de 55 ans le vaccin ARN. Par contre, cette comparaison de risque ne donne pas du tout n'aboutit pas aux mêmes conclusions chez les personnes âgées de plus de 55 ans, parce que le risque de Covid est beaucoup plus élevé et que le risque d'accident thromboembolique beaucoup plus faible. Donc, c'est complètement logique d'utiliser un vaccin qui, je le répète, aussi efficace que le vaccin ARN, qui protège tout autant contre les hospitalisations, etc. Les Britanniques l'ont parfaitement bien démontré. Il est parfaitement logique d'utiliser ce vaccin chez les sujets âgés de plus de 55 ans. La problématique du variant sud-africain a justifié qu'il y ait un traitement particulier en Moselle, c'était raisonnable, et ça se passe bien avec la combinaison vaccin ARN et quand même complément par le vaccin AstraZeneca.
Donc, il n'y a pas de raison de changer de fusil d'épaule. Surtout qu'il n'est pas possible, effectivement, de changer de fusil d'épaule. Il faut pouvoir aussi vacciner les personnes à risque dans les autres régions de France. Sur le bulletin Mars 43, il est noté 3e dose pour les patients dialysés. Ils ne sont pas tous concernés. Oui, c'est un sujet qui, c'est effectivement, l'alerte était très forte initialement, donc vous avez raison. On a suggéré que les dialysés soient inclus. Depuis, il y a d'autres informations qui sont en train d'arriver qui nuancent ce risque, tant mieux. Évidemment, une bonne nouvelle si ces personnes sont moins à risque de Covid malgré la vaccination. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait une modification qui sera faite. On va voir. Il faut analyser, c'est compliqué. La littérature est finalement assez large sur ce sujet et pas totalement concordante. Donc, ce point est en cours d'analyse. Mais enfin, on peut quand même garder l'idée que les personnes dialysées sont fragiles et que si elles reçoivent une 3e dose, ça les protégera et c'est plutôt pas mal. Mais ce point sera potentiellement révisé. Faut-il injecter un vaccin AstraZeneca chez un patient de plus de 55 ans qui a déjà présenté un accident thrombotique? Je pense que c'est une discussion à avoir avec le médecin. On peut se dire que ça dépend de la nature de l'accident thrombotique. Si c'est une thrombose artérielle, thrombose veineuse, quel type de thrombose veineuse, on peut considérer que c'est une situation où s'il y a suffisamment d'analogie, il est raisonnable de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca. Mais c'est vraiment une analyse au cas par cas. Alors, on a déjà en partie répondu à cette question, mais on a une question sur à quel moment exactement vacciner la femme enceinte? 2e trimestre. Idéalement, début de 2e trimestre, mais enfin, si on a passé ce stade, on peut le vacciner plus tard. Pouvez-vous redonner des chiffres pour illustrer l'immunité après la première dose d'AstraZeneca? Quel taux de protection après combien de semaines après cette première dose? Alors, en termes de protection contre la maladie, qui regroupe à la fois les formes bénignes les plus fréquentes et les formes sévères, le taux de protection obtenu, alors ça dépend des études, c'est un peu différent, mais enfin, on peut dire entre 60 et 72%, et après la seconde dose, ça monte à 82%, et la protection contre les formes sévères, c'est 90%. Et la protection, on sait qu'après J90, donc 3 mois après la première dose, la protection décline. Donc, c'est logique que le rappel, enfin, la seconde dose plus exactement, soit fait à ce moment-là. Alors, c'est un commentaire qu'on a notamment. Certains médecins en EHPAD refusent de faire 2 doses aux personnes qui ont eu la Covid. Oui, c'est normal puisqu'il faut faire qu'une seule dose. Ça suffit. Existe-t-il une liste plus exhaustive que celle du DGS de cette semaine des patients situation nécessitant la 3e dose? Non, c'est cette liste-là. Il y a une marge de manœuvre qui est laissée au médecin traitant. C'est évident que c'est lui qui peut le mieux apprécier la situation de son patient. Mais il n'y a pas de discussion sur les transplantés d'organes, ni les transplantés médulaires récents. Et il y a une réflexion, donc on l'a évoqué il y a un instant, concernant les patients dialysés et les patients atteints de maladies auto-immunes. Il n'y a pas de raison que tous les patients atteints de maladies auto-immunes reçoivent une 3e dose, mais encore, je répète, ceux qui ont des traitements prolongés et assez agressifs, des combinaisons d'agents immunosuppresseurs, utilisation du rituximab, ceux-là sont potentiellement éligibles, mais c'est aux médecins traitants et aux médecins référents, chaque fois que nécessaire, de se concerter pour décider si ça paraît opportun d'effectuer cette 3e dose. Je n'ai pas compris. En Moselle, quel vaccin pour la seconde dose suite à primo-vaccination par Astra? Ça dépend. S'il s'agit de quelqu'un de moins de 55 ans, c'est comme partout en France, il n'y a pas de différence. C'est un vaccin à ARN. Pour quelqu'un qui est âgé de plus de 55 ans, sa 2e dose, c'est un Astra. Peut-on faire la différence entre anticorps dus au vaccin et anticorps dus à la Covid? Oui, mais cela dit, ça ne sert pas à grand-chose dans la pratique médicale. Les vaccins, ils n'induisent d'anticorps contre la spike. Donc les anti-S, évidemment, ils peuvent être aussi liés à la maladie, mais ils sont induits par le vaccin. Alors que les anticorps qui sont présents dans certains kits, les antinucléocapsides, anti-N, comme on dit, ceux-là sont toujours dus à la maladie et pas à la vaccination, puisque dans les vaccins qu'on utilise en France, il n'y a pas de nucléocapsides. Très bien. Nous n'avons plus de questions.
Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les communiquer, on vous répondra par écrit. Merci beaucoup. Il me reste du coup, professeur Fischer, à vous remercier pour cette seconde séquence de questions-réponses avec les professionnels de santé du territoire du Grand Est. On voit que les questions étaient nombreuses, elles étaient souvent d'ailleurs assez proches. Et donc, les précisions que vous avez données devraient permettre à chacun de pouvoir suivre effectivement la stratégie vaccinale telle qu'elle est engagée sur ce territoire depuis le mois de février maintenant. Merci beaucoup. J'espère. Merci à vous et bon courage à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.